pour ces gens-là, Vladimir Poutine est encore un très grand modéré. Donc vous avez d'un côté les conservateurs un peu réactionnaires, de l'autre les libéraux qui demandent plus de réformes, et cette troisième voie, quelque part, ce modernisme conservateur qui dit en fait il faut la modernité technologique, mais par contre il faut éviter de converger avec l'Occident. Alexandre Pronov est vraiment typiquement voilà, l'idéologue en chef de la guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident plus largement, qui incite toujours, il y a toujours quand même un décalage entre le gouvernement et ces idéologues-là, un décalage où apparaît le caractère extrémiste et radical de ces idéologues, puisqu'ils demandent toujours plus. Pourquoi est-ce qu'on parle de cosmisme? C'est l'idée que l'homme, l'humanité, est liée à l'évolution de l'univers, du cosmos. L'humanité a un rôle à jouer dans la transformation de ce cosmos. Et dans les derniers débats qu'on a vus récemment sur est-ce qu'il faut mettre un moratoire, une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, sachant qu'elle peut représenter un risque pour nos sociétés, tous ceux qui se revendiquent du cosmisme ont au contraire pris le pli de dire il ne faut aucune pause, aucun moratoire. Juliette Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle, l'émission débat de Risque Intel Média où on discute tech, géopolitique et cyber et plein d'autres sujets. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se trame dans la tête des élites russes ou de certaines élites russes et plus particulièrement de la vision du monde russe sur l'évolution des sciences et des technologies à travers notamment de la philosophie cosmiste. C'est un sujet fondamental, selon nous, en tout cas à la rédaction, puisque le rapport d'une civilisation au progrès scientifique est révélateur, on le verra je pense dans cet entretien, de tendances très profondes dans une société donnée. Et donc, Juliette Faure, vous y connaissez sur ce sujet. On le rappelle, vous êtes diplômée de Sciences Po. Vous êtes notamment docteur en sociologie politique, spécialiste du cosmisme. Vous avez écrit beaucoup sur le sujet et vous le connaissez très bien. Et notamment sur une figure sur laquelle j'aimerais revenir pour commencer cet entretien. Cette figure, c'est celle d'Alexandre Prokhanov, intellectuel russe très influent dans les médias et dans les élites russes. Alors, c'est assez rigolo parce que finalement, on connaît en tout cas en Occident, à travers les grands médias, un peu plus la figure d'Alexandre Douguine, dont j'aimerais vous montrer une des citations et qui résume pas mal sa pensée, théoricien donc de la Grande Russie et d'une forme, on peut le dire, d'impérialisme russe. Mais on connaît un peu moins l'un de ses compères, Alexandre Prokhanov, qui est pourtant au moins tout aussi influent. Et j'aimerais que vous puissiez revenir un peu sur le parcours de cet homme et ses réseaux, quelque part, et son influence dans la société russe et chez les élites russes. Très bien. Alors, Alexandre Prokhanov, c'est un journaliste et un écrivain russe. Il est né à la fin des années 30 en Union soviétique. Il a aujourd'hui environ 85 ans. Et il a donc eu toute une première partie de carrière en Union soviétique en tant que journaliste. Il travaillait pour un média très reconnu, très prestigieux parmi les élites intellectuelles soviétiques de l'époque, qui s'appelait Literaturna Gazeta. Et très rapidement, il se spécialise dans la couverture médiatique des guerres, des conflits, des interventions militaires qui impliquent l'Union soviétique. Il devient donc correspondant de guerre, journaliste de guerre, et il va donc couvrir, par exemple, évidemment la guerre d'Afghanistan, mais aussi les conflits un petit peu moins connus, la Namibie, l'Angola, le Nicaragua, au sein desquels l'Union soviétique est impliquée. En fait, il est connu pour couvrir ces conflits de manière extrêmement lyrique. C'est quelqu'un qui est très caractérisé par son style littéraire, très fleuri, qui emploie beaucoup de métaphores et qui en fait procède à une sorte de romanticisation de l'armée soviétique, de la technologie soviétique. Il est extrêmement admiratif de cette puissance industrielle, technologique qui est déployée par le ministère de la Défense russe. Et donc, avec cette position de journaliste de guerre, il va côtoyer à la fois les élites politico-militaires
militaire, de l'establishment et du complexe militaro-industriel soviétique, mais aussi en tant que journaliste dans un journal très connu. Il côtoie évidemment les élites intellectuelles soviétiques, et c'est vraiment par cette agrégation de réseaux, ce côté un peu maillon entre différents types d'élites, qu'il va devenir de plus en plus connu, mais aussi ridiculisé parfois, parce que, par exemple, pour les élites intellectuelles plus libérales, il est qualifié de rossignol des états-majors soviétiques, c'est-à-dire espèce de chantre de l'armée soviétique, et qui va construire toute la propagande, mais propagande littéraire, propagande romanesque de l'action soviétique, de l'action de l'État russe, enfin de l'État soviétique. Et lui préfère évidemment la comparaison avec Kipling, correspondant de guerre également. Mais donc voilà, c'est un personnage qui devient de plus en plus populaire et public par cette spécialisation dans la propagande de l'armée russe et sa confrontation notamment avec l'Occident, puisque le but est bien évidemment de contrer la couverture médiatique occidentale sur les interventions dans lesquelles l'Union soviétique est présente, et particulièrement, cela prend beaucoup d'ampleur avec la guerre d'Afghanistan, où Prokhanov est extrêmement présent. En plus de ses activités journalistes, il va aussi écrire plusieurs romans sur la guerre d'Afghanistan, où il met vraiment en valeur le rôle de l'armée soviétique, à contre-courant évidemment de la couverture occidentale. Et quels sont les rapports donc, de ce littéraire, mais aussi idéologue finalement russe, par rapport au communisme? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est plus passionné par l'État puissant ou par l'idéologie communiste? Quel est son rapport notamment vis-à-vis de la chute de l'URSS? Est-ce que c'est un nostalgique de l'URSS en tant qu'idéologie ou en tant qu'État? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est très intéressant parce que sous l'Union soviétique, Alexandre Prokhanov, c'est donc un intellectuel qui fait partie de l'establishment soviétique. Il est très reconnu par les autorités soviétiques, mais il n'est pas un conformiste, c'est-à-dire que ce n'est pas un marxiste-léniniste classique. Il va puiser dans des ressources idéologiques, des référentiels philosophiques très iconoclastes à l'époque, que ce soit la philosophie révolutionnaire, pré-révolutionnaire russe, slavophile, mais aussi le cosmisme. Et donc ce n'est pas un marxiste-léniniste ni un bolchevique typique. Il est en fait très non-orthodoxe. Et c'est ce qu'on appelle le non-conformisme, mais intégré. Au sein de l'appareil d'État, au sein de l'appareil intellectuel soviétique, existait en fait un pluralisme de pensée, tout en quand même faisant acte d'allégeance envers l'État soviétique. Donc par rapport justement à l'État soviétique, il y avait évidemment de son côté une allégeance complète, un soutien total. C'était vraiment l'idéologue de la puissance soviétique, de l'impérialisme soviétique. Et au moment de la chute de l'Union soviétique, il fait partie de ceux qui freinent des quatre fers, s'opposent à toute tentative de réforme, de libéralisme, pour conserver l'ordre soviétique, conserver l'État fort. Et c'est vraiment ce concept d'État fort qui s'est incarné différemment dans l'histoire de la Russie, que Prokhanov va retracer, et que l'État soviétique, incarne à l'époque soviétique, mais selon Prokhanov, c'est en fait une permanence, cet État fort. Et donc, il faut le conserver. Et il s'oppose évidemment à son effondrement, et c'est pendant tous les années 90 où il va développer justement cette rhétorique de la restauration de l'État impérial, de l'État fort. Donc pour lui, quelque part, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, j'ai envie de vous dire, hein. Donc il faut conserver l'état fort soviétique. Alors d'un point de vue de ces bases idéologiques, on parle un petit peu donc de modernisme conservateur hein, le concernant. Certains le classent à l'extrême droite de l'échiquier politique russe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modernisme conservateur? Ensuite, on abordera plus précisément la question du cosmisme. Et puis surtout, nous dire c'est quoi l'extrême droite en Russie par rapport à la conception française, puisque ce n'est pas exactement les mêmes références idéologiques qu'on peut l'imaginer. Bien sûr. Donc, par rapport au modernisme réactionnaire ou au conservatisme modernisateur, qui sont deux oxymores que j'ai employés notamment pour qualifier justement la pensée assez éclectique de Prokhanov, en fait, il faut le replacer dans son contexte, donc les années 70 en Union soviétique, où il y avait deux grands débats un peu dans la société intellectuelle soviétique. Il y avait à la fois un débat sur le rapport entre la modernisation technologique et la préservation de l'environnement, le rapport donc nature-technologie, avec une inquiétude de la part des conservateurs les plus classiques,
la prose de village, c'est-à-dire tout un courant conservateur qui, en fait, était nostalgique de la Russie paysanne, de la Russie impériale, et qui critiquait beaucoup la modernisation technologique de l'Union soviétique, en disant, bah voilà, on est en train de détruire notre pays, notre architecture, notre paysage, etc. Donc une vraie nostalgie, un passéisme de la part de ces conservateurs. Et d'autre part, des élites plus réformistes qui regardaient vers l'Occident en disant, en fait, vu notre arsenal technoscientifique, on s'achemine progressivement vers le même modèle de société que la société occidentale, puisque, selon cette règle que le progrès scientifique aboutirait in fine à la propagation de ces valeurs scientifiques de liberté d'expression, de recherche de vérité, de transparence, à l'application de ces valeurs-là dans la sphère politique et sociale, ce qui aboutirait donc in fine à plus de libéralisme sociopolitique. Donc vous avez d'un côté les conservateurs un peu réactionnaires, de l'autre les libéraux qui demandent plus de réformes, et cette troisième voie quelque part, ce modernisme conservateur qui dit en fait il faut la modernité technologique, mais par contre il faut éviter de converger avec l'Occident. Pour ça on va faire appel à nos valeurs traditionnelles, culturelles, profondément russes, que ce soit l'orthodoxie, que ce soit les valeurs traditionnelles issues de l'Empire tsariste. Et donc, on va combiner la modernité technologique, les valeurs traditionnelles et culturelles russes et religieuses, et en même temps une apologie du patriotisme soviétique de l'État fort. Donc, vous avez cette combinaison un peu de synthèse éclectique qui s'inscrit aussi dans une démarche de vouloir maintenir la spécificité de la voie soviétique de développement, la spécificité de la modernité soviétique pour éviter toute convergence avec l'Occident. Oui, très intéressant. Donc, quelque part, on peut dire que c'est le tenant d'un courant conservateur qui n'a pas voulu se laisser dépasser par la modernité technologique. Voilà, et qui fait le lien entre science, religion, patriotisme d'État. Et donc, pour revenir aussi sur la seconde question sur l'extrême droite, en fait, effectivement, c'est très difficile juste de transférer les mêmes concepts de la sphère politique occidentale à la sphère politique russe. Mais généralement, on commence à parler d'extrême droite en Russie post-soviétique dans les années 90, où il y a tout un tas d'idéologies très, très radicales, que ce soit le monarchisme, le stalinisme, le nationalisme néo-nazi, le racisme que représente Alexandre Douguine, tout un tas d'idéologies extrêmement radicales qui souhaitent restaurer, in fine, l'État russe dans sa superpuissance, dans son caractère impérial, qui s'agrègent et qui se lient ensemble dans un esprit antilibéral et qui donnent justement cette espèce de synthèse qu'on va parfois appeler rouge-brun pour qualifier en fait une pensée très radicale d'extrême droite en critique complète de toutes les élites post-soviétiques rassemblées autour de Yeltsin et qui en fait, sous Vladimir Poutine, va aussi se maintenir complètement à droite de Vladimir Poutine, même s'il est perçu lui-même déjà comme un conservateur côté occidental. Pour ces gens-là, Vladimir Poutine est encore un très grand modéré au début des années 2000 et puis même jusqu'à assez récemment, puisqu'il lui reproche d'une part d'embrasser une vision libérale, voire néolibérale de l'économie, sachant que la Russie à l'époque de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir cherche à adhérer par exemple à l'Organisation mondiale du commerce. Et aussi, on lui reproche à Vladimir Poutine, en tout cas ces gens d'extrême droite, un eurocentrisme, une volonté de dialoguer, de coopérer avec l'Occident, là où cette extrême droite russe cherche au contraire à faire sécession, à faire sortir la Russie de l'ordre international et à se construire comme civilisation à part entière. Oui, on voit qu'il y a un projet qui est en opposition finalement à l'Occident, mais sur les bases, comme il l'appelle, traditionnelles de la civilisation russe. Mais alors, au-delà de ces conceptions idéologiques et philosophiques, l'extrême droite est, on va dire, en Occident plutôt marginalisée, en tout cas pas légitimée. Mais en Russie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'influence d'un penseur comme Prokhanov sur les élites russes? Concrètement, est-ce qu'il pèse, puisqu'il est quand même assez présent dans les médias, et quels sont ses relais, notamment via le club qu'il a fondé, notamment avec Douguine, le fameux club Izborski, dont j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot.
Oui. Alors, il faut quand même dire que cette extrême droite russe, elle est aussi extrêmement marginale dans les années 90. Elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain au cœur des projecteurs médiatiques. Elle traverse toute une période de traversée du désert. Et en fait, c'est par phase qu'elle commence en fait à infiltrer différents milieux. Les années 2000, le début des années 2000 est un tournant puisque Alexandre Prokhanov, dans les années 90, il est connu pour avoir créé un journal très emblématique qui s'appelle Zavtra et qui réunit justement tous ces idéologues farfelus, radicaux, etc. Et qui veut dire quoi en français? Qui veut dire demain, Zavtra. Demain. Le premier journal qu'il avait fondé, c'était Dienne, le jour, et donc qui s'est fait interdire par Yeltsin, le régime de Yeltsin, et il a refondé immédiatement un autre journal, Zavtra. Donc Zavtra qui était assez poursuivi par les autorités post-soviétiques pour tout un tas de raisons, parce qu'ils avaient un discours extrêmement véhément, radical, c'est vraiment un brûlot qui s'érigeait complètement contre les élites post-soviétiques, qui disait que Yeltsin, qui titrait par exemple Yeltsin est le responsable du génocide du peuple russe. Vous voyez, enfin, ils n'hésitaient pas à être vraiment très radical. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en fait à la fin des années 90? Il y a plusieurs choses. Premièrement, la grande crise économique russe qui fait que l'anticapitalisme se propage, même aux élites intellectuelles auparavant libérales. Plus un anti-américanisme très fort aussi, dû à la fois à l'expansion de l'OTAN à l'Europe de l'Est, mais aussi au bombardement par l'OTAN de la Serbie, sans mandat de l'ONU. Donc ce contexte de fin des années 90 fait qu'au début des années 2000, tout ce qu'a fait Zavtra pendant les années 90 en disant voilà, regardez l'élite corrompue que nous avons, le fait qu'il y aurait comme un complot entre Yeltsin et l'Occident pour ruiner la Russie, etc., en lien avec les oligarques, avec les manias des médias, tous les problèmes de la politique post-soviétique des années 90, Zavtra a largement contribué à créer tous ces stéréotypes sur cette politique corrompue. Et donc au début des années 2000, ces idées se propagent, elles atteignent des nouvelles strates des élites intellectuelles et politiques. Et Prokhanov, pour avoir été aussi quelqu'un de très connu sous l'Union soviétique, bénéficie d'une espèce de nouvelle mode du soviétique, c'est-à-dire le soviétique devient kitsch, devient cool. C'est un produit culturel un peu désuet, mais qui revient un peu à la mode. Et par exemple, Prokhanov publie un livre à l'époque qui remporte un prix littéraire très connu. Et donc là, tout d'un coup, toutes les élites littéraires se mettent à parler de Prokhanov. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il n'est pas légitime? Et surtout, une jeune génération s'intéresse à Prokhanov en disant mais attendez, Prokhanov en fait c'est une espèce de dinosaure cool parce qu'il esthétise un peu tout un tas d'idées radicales, mais il le fait à la manière d'une sorte de poète, de prophète, un peu décalé. Et par exemple, il y a des articles de Rolling Stone, de Playboy qui commencent à s'intéresser à Prokhanov. Il devient donc un objet un peu plus cool dans la culture des jeunes intellectuels. Tout ça pour dire qu'en gros, il évolue avec son temps. Il n'hésite pas à jouer aussi avec les codes, avec un style très postmoderne, très ironique, qui plaît aussi aux jeunes. Et pour l'anecdote, par exemple, quand j'étais à Moscou, je cherchais le dernier roman de Prokhanov dans une grande librairie de Moscou. Et la libraire m'avait regardée effarée en me disant « Mais attendez, le dernier roman de Prokhanov, ça fait longtemps qu'il est épuisé ». Pour dire qu'il y a vraiment un effet de mode aussi autour de cette figure, qui n'est pas forcément prise au sérieux par tout le monde, mais qui fait l'objet d'une certaine affection. À la différence, par exemple, de Douguine, qui reste très intellectuel et pas forcément accessible au grand public. Et donc voilà, par vague médiatique et de popularisation, il acquiert plus de légitimité, plus de reconnaissance. Et puis son discours, surtout, va servir de plus en plus au régime politique qui va l'utiliser dans sa volonté de se définir plus en contradiction avec le libéralisme occidental, en contradiction avec l'économie capitaliste également, et donc il lui offre de plus en plus l'accès aux médias de masse, notamment à tous les talk-shows où Prokhanov va devenir très populaire. Et on arrive à 2012, un contexte politique très particulier, marqué par des protestations de masse dans la rue pour dénoncer la corruption du régime, pour dénoncer la corruption des élections. Et là, Prokhanov, lui, organise des contre-manifestations pour dire, nous, on est, avec tous ses compères de Zavtra, nous, on est pour ceux qui ne souhaitent pas de réforme, qui souhaitent au contraire un régime encore plus fort, encore plus autoritaire. Et à la suite de la reprise du pouvoir par Vladimir Poutine en 2012, il va créer ce fameux club d'Izborsk,
Donc Izborsk, c'est une ville à la frontière avec l'Estonie, qui est une forteresse médiévale, donc qui incarne pour Prokhanov une sorte de Russie forteresse, sanctuarisée contre l'Occident. Et il rassemble tous ses compagnons d'aventure depuis la fin des années de l'Union soviétique, intellectuels, journalistes, économistes, politiques, anciens membres des forces de sécurité, qui vont se réunir au sein du club d'Izborsk avec un certain soutien du gouvernement de l'époque pour créer donc une contre-réaction idéologique et un programme de reconstruction de la Russie comme cinquième empire. Ah oui, tout un programme, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. C'est une figure qui est particulièrement importante, hein, ce Prokhanov, je prononce mal. Et donc quelqu'un qui a vraiment une influence. Et aujourd'hui, est-ce que parmi les élites politiques qu'on connaît en Russie, est-ce que certains s'affichent ou affirment leur proximité, je dirais, de manière claire et transparente avec cet idéologue et la mouvance, je dirais, qu'il représente? Puisque, comme vous l'avez rappelé, pour lui, Vladimir Poutine a longtemps été perçu comme un modéré, quelque part. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors ça, c'est toute la grande question hein, pour ceux qui font de la recherche en sociologie politique, pour comprendre l'influence des idées et des idéologues concrètement sur l'appareil du pouvoir et sur les dirigeants. C'est quelque chose qui n'est pas visible de manière si évidente. Hein. C'est pas, par exemple, il n'y a pas Vladimir Poutine qui a dit j'adhère aux idées de Prokhanov. Mais par contre, en traquant un petit peu les relations justement entre ce club d'Izborsk et les élites politiques, les élites administratives, ou même certaines rencontres qui ont eu lieu entre Alexandre Prokhanov et Vladimir Poutine, par exemple à l'occasion d'un sommet de questions-réponses entre Vladimir Poutine et des journalistes où Prokhanov était présent, Vladimir Poutine a pu exprimer de l'intérêt pour les idées de Prokhanov en disant, par exemple, à plusieurs reprises qu'il reconnaît les valeurs de Prokhanov, qu'il considère que le travail de Prokhanov est admirable. Vous voyez, des choses comme ça, où par exemple, lors de son anniversaire pour ses 80 ans, Prokhanov avait reçu des félicitations personnelles de la part de membres haut placés, dont Vladimir Poutine, Loukachenko, le président de la Biélorussie. Vous voyez, donc il est quand même, il reçoit des signes honorifiques de la reconnaissance de ses idées par les élites politiques. Et par ailleurs, le club d'Izborsk en tant que club lui-même bénéficie aussi d'un soutien de la part de l'administration présidentielle, un soutien qui a quand même vacillé hein, et qui est aussi toujours en fonction du contexte et de l'intérêt stratégique de ce club pour le pouvoir. C'est quand même une relation qui reste assez pragmatique. Et donc un soutien qui se manifeste soit par des financements attribués par l'administration présidentielle au club d'Izborsk, soit par exemple par des rencontres, un soutien dit symbolique avec la présence d'élites politiques au sein des réunions du club d'Izborsk. Donc, pour résumer, peut-on dire finalement qu'Alexandre Prokhanov est représentant d'une branche faucon, comme on peut le dire pour certains aux États-Unis, des élites russes, quoi? Absolument, surtout depuis le début de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce qu'on entend surtout par le terme faucon? Ça veut dire vraiment les idéologues de la guerre, les idéologues de la machine guerrière qu'il faut entretenir, qu'il faut même toujours étendre et augmenter. Et Alexandre Prokhanov est vraiment typiquement voilà, l'idéologue en chef de la guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident plus largement, qui incite toujours, hein, il y a toujours quand même un décalage entre le gouvernement et ces idéologues-là, un décalage où apparaît le caractère extrémiste et radical de ces idéologues, puisqu'ils demandent toujours plus. D'accord ? Et donc, ils ne se satisfont pas non plus de la situation actuelle. Ils vont quand même critiquer, expliquer comment est-ce que, par exemple, un grand leader comme Staline aurait vraiment résolu la question de manière plus rapide ou plus radicale. Il y a quand même toujours une incitation à plus radical, plus fort, plus intense de la part de ces idéologues. Non, c'est vrai que le traitement par Staline de l'Ukraine était assez radical, n'est-ce pas? Donc, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est la question, je dirais, des fondements idéologiques cosmistes derrière la pensée de Prokhanov. Pourquoi? Parce que
au fond, dans cette confrontation qu'on vit aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, tel que c'est théorisé d'ailleurs par Vladimir Poutine, qui indique qu'il ne fait pas juste la guerre à l'Ukraine, mais qu'il fait la guerre à l'OTAN, et au-delà de ça, aux valeurs occidentales, qu'est-ce que le cosmisme vient faire dedans? Mais avant ça, c'est quoi le cosmisme et pourquoi est-ce que Prokhanov s'en est inspiré et a repris cette pensée dont il n'est pas à l'origine? Ouais. Alors, le cosmisme, c'est un courant de pensée assez éclectique, pas si facile à définir comme ça, simplement. Mais pour le dire vite, c'est un courant de pensée... On vous laisse le temps, vous inquiétez pas, c'est Non, mais en tout cas, l'objectif du pour format. saisir l'idée un peu directement, pourquoi est-ce qu'on parle de cosmisme? C'est l'idée que l'homme, l'humanité, est lié à l'évolution de l'univers, du cosmos. D'accord? L'humanité a un rôle à jouer dans la transformation de ce cosmos. Cette pensée apparaît à la fin du XIXe siècle en Russie. On l'attribue notamment à Nikolai Fyodorov, qui était un philosophe ascète. Il était bibliothécaire au musée Roumantsev de Moscou. Il vivait avec quelques roubles par mois. C'était vraiment quelqu'un de très ascétique et en même temps considéré comme une sorte de prophète, extrêmement reconnu par ses contemporains, que ce soit Tolstoï ou Dostoïevski, qui voyaient en lui quelqu'un d'extrêmement original, dont la pensée était extrêmement originale, puisque, selon lui, il fallait, un peu comme Marx disait, par exemple, les philosophes ont assez pensé le monde, assez interprété le monde, il faut maintenant le transformer, passer à l'action. Pour Fyodorov, en gros, l'idée, c'est le christianisme a assez pensé le monde, maintenant il faut mettre en place le christianisme de manière active. Passer à un christianisme actif, c'est-à-dire mettre en œuvre, de manière littérale, toutes les promesses de la Bible, en se servant notamment de l'outil technique. Le progrès scientifique, le progrès technologique doit servir à nous acheminer vers donc, l'immortalité, la résurrection des ancêtres et voir plus loin la conquête de l'espace aussi pour une sorte d'humanité devenue immortelle qui aurait besoin de repousser les frontières de son habitat. Donc vous voyez, c'est un programme assez complètement original et un peu farfelu, mais en gros qui nous dit, voilà, l'homme a une responsabilité dans son destin. Il doit accomplir par lui-même le plan divin. Il doit cesser d'attendre comme ça de manière passive que le prophète arrive et que le paradis vienne sur terre. Il faut l'accomplir par soi-même. C'est un travail collectif, c'est une œuvre collective dont les hommes doivent se saisir tous ensemble. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi influent? C'est parce qu'en fait, ça permet à ce courant, le cosmisme, de reconfigurer complètement l'alliance entre la science et la religion. C'est-à-dire que la science peut servir à accomplir le message religieux du salut de l'humanité, notamment vers l'immortalité et vers la conquête de l'espace. À la suite de Nikolai Fyodorov, on a notamment deux grands scientifiques de renom, Vladimir Vernadsky et Konstantin Tsiolkovsky, qui vont eux-mêmes poursuivre cette pensée en disant effectivement le progrès de la science doit être assorti avec un projet de salut spirituel. Et donc, en gros, ça crée toute une nouvelle conception du progrès scientifique, très en lien avec la pensée russe. Vous voyez, tout ce concept très holiste, tous les concepts sont liés les uns aux autres, et aussi très prométhéens, très utopiste. L'homme a la possibilité d'une grande puissance créatrice et la possibilité de changer le monde vers une utopie sociale, une utopie technologique. Toute cette espèce de pensée avant-gardiste a beaucoup influencé évidemment les années 20, la révolution bolchevique, et continue d'inspirer l'Union soviétique de manière parfois un peu plus informelle, notamment dans son volet très ésotérique, très spirituel, qui renaît cependant dans les années 70, où justement il y a une sorte de New Age soviétique et on s'intéresse à cette pensée un petit peu ésotérique, un peu spirituelle, qui pense le progrès scientifique de manière beaucoup plus utopiste et spiritualisée que sous le brejnevisme classique. Ah, c'est particulièrement passionnant, hein, cette mise en abîme. Mais donc, quelque part, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, Oui. l'idée, en tout cas des penseurs cosmistes originels, serait de réaliser le paradis promis dans la Bible, mais sur Terre. Donc pendant la vie et pas après la mort. Ouais. Plutôt étonnant comme... En fait, c'est ça. Pour Nikolai Fyodorov, l'obsession, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort est l'ennemi commun de toute l'humanité,
contre lequel il faut s'unir. Pour lui, la mort est vecteur de division, de famine, de guerre, etc. Il a aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, il y a notamment le phénomène de la famine russe en 1891, qui est dû à des sécheresses radicales des terres fertiles de la Russie. Fyodorov est très marqué par cette catastrophe naturelle en disant, vous voyez, on a transformé la nature de force nourricière à une force porteuse de mort, à une force porteuse de division, de famine, etc. Et il est aussi très marqué par l'exposition universelle qui a lieu à Paris, en disant, en fait, ça, la civilisation industrielle, elle va complètement dans le mur, puisqu'en fait, son objectif, c'est simplement les plaisirs de la vie bourgeoise, la consommation, là où, au contraire, en fait, il faudrait l'orienter vers la lutte commune, qui est notre lutte contre la mort. Et il est au contraire très impressionné par les innovations technologiques de l'armée américaine à l'époque, qui au moment même de cette sécheresse en Russie est en train d'essayer de lancer des explosifs dans le ciel pour faire pleuvoir de manière artificielle. Et il a dit ça, c'est génial, il faut en gros transformer notre outil technique en force d'extermination, incarnée par l'armée, par la guerre, etc., en une force au contraire de salut, de rédemption, et on peut complètement dévier le progrès scientifique tel qu'il est pratiqué par la civilisation industrielle vers un projet spirituel de lutte contre la mort. Ouais, donc en fait, il y a une forme de relation de fascination-répulsion vis-à-vis de l'Occident et de ses progrès et prouesses technologiques, et en même temps une répulsion vis-à-vis de certaines de ses valeurs, on va le voir. Et concrètement, comment est-ce que quelqu'un comme Prokhanov en vient à s'intéresser à ces théories et à les reprendre à son compte? En quoi ces théories aideraient finalement à la grandeur de la Russie? Comment utilise-t-il Alors, il y a tout un volet dans la pensée cosmiste. Donc, il faut savoir quand même, donc, à nouveau, la pensée cosmiste est très éclectique. Pour Fyodorov, elle est partie liée avec l'orthodoxie russe. Mhm. C'est-à-dire, c'est vraiment une pensée qui est là pour accomplir le christianisme orthodoxe tel qu'il est entendu par la Russie. Après, pour Vernadsky, Tsiolkovsky, c'est beaucoup moins lié au christianisme orthodoxe et plus lié, plus généralement, à un projet de spiritualisation, de caractère un peu, plus ésotérique et spirituel. Pour Prokhanov, quel est l'intérêt de toute cette agglomération de concepts À nouveau, donc, on est dans les 70 en Union soviétique. Le grand débat, c'est la modernité. Est-ce que, en continuant le progrès scientifique, on va finalement s'acheminer vers le même modèle de société que l'Occident, et donc converger vers l'Occident? On a quand même une situation où le marxisme-léninisme est complètement essoufflé. On est sous le régime de Brejnev avec un matérialisme exacerbé et une déconnexion globale des élites intellectuelles et même politiques vis-à-vis de cette idéologie première qui n'est plus du tout porteuse de futur, qui n'a plus du tout de vision utopique pour la société soviétique. Donc il y a une espèce de besoin, d'appel du vide pour recombler l'idéologie soviétique. Ce qu'essaye de faire Prokhanov, c'est de réenchanter l'Union soviétique, de dire en fait on va associer le projet soviétique au projet cosmiste en disant voilà cette force incroyable, industrielle, technologique, militaire de l'Union soviétique doit être respiritualisée. Elle nous oriente vers un projet commun, collectif, messianique, où l'Union soviétique est vraiment celui qui va porter ce projet et qui est destiné à une spiritualisation globale, non seulement de l'Union soviétique, mais aussi de l'univers. Donc il y a ce projet universaliste aussi, qui va complètement essayer de contredire le récit occidental, donc dans un contexte de guerre froide exacerbé. On pourrait reprendre cette citation de Prokhanov qui va s'afficher pour notre public et que je trouve particulièrement claire par rapport à ce que vous dites. Donc, ce qu'il explique notamment, c'est « Ma mission était de spiritualiser la technologie, de spiritualiser la technosphère soviétique. J'étais constamment déprimé par le fait que la fascination des scientifiques pour l'espace et les fusées laissaient de côté la question de la nature profonde du cosmisme russe, qu'ils ne savaient rien de Nikolai Fyodorov. C'étaient des gens merveilleux, mais ils ne s'occupaient que des aspects militaires et techniques de l'espace, et non de son aspect spirituel. » Donc, on constate en effet cette volonté d'avoir cette touche spirituelle derrière
derrière le progrès technique et on comprend bien les relations avec son projet de Grande Russie. Donc merci beaucoup, c'était particulièrement clair. Maintenant, j'aimerais revenir sur un exemple moi, qui m'a frappé en préparant cet entretien, pour vous poser une question un peu peut-être provocatrice. Mais donc j'ai cru comprendre que l'une des propositions, parmi les multi-propositions de Fyodorov, était par exemple d'enrouler la Terre d'une bobine pour lui fabriquer un champ magnétique artificiel afin de modifier à loisir sa révolution autour du Soleil, par exemple. Donc c'est un exemple, mais qui a l'air complètement farfelu, en tout cas au vu de l'état de la science aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a cette volonté véritablement de transformer la nature, finalement. Oui, alors effectivement, pour Fyodorov, il y a vraiment un mélange entre la pensée scientifique et la pensée magique. Il y a une certaine naïveté dans la pensée de Fyodorov. Vous avez cité cet exemple, mais il y a aussi par exemple le fait qu'il considère que pour ressusciter les ancêtres, il faudra rassembler toutes les particules des morts pour pouvoir les ramener à la vie. Oui, donc ça paraît effectivement très fastidieux et un peu difficile à imaginer, mais tout le volet scientifique va être beaucoup plus abouti chez d'autres penseurs du XXe siècle, notamment donc Vladimir Vernadsky, qui est l'inventeur de la géochimie comme discipline scientifique, et Konstantin Tsiolkovsky, qui est le père de l'aéronautique soviétique. Donc ça, c'est quand même deux figures scientifiques majeures qui vont affiner justement tout le volet scientifique de la pensée cosmiste. Par exemple, Vernadsky donc c'est quand même l'inventeur de la biosphère, du concept de biosphère, qui désigne donc le fait qu'il y a une unicité du vivant et qui ici préfigure aussi la conception de la Terre comme un seul organisme, un système Terre. Vous voyez, donc ça, c'est des thèses scientifiques très avant-gardistes à l'époque et qui sont aujourd'hui, qui ont ensuite été largement poursuivies et développées en Occident, par exemple par James Lovelock, Lynn Margulis, avec leur théorie de la Terre comme Gaïa, de toutes les sciences du système Terre, donc, où en fait on voit justement l'influence du facteur humain sur la biosphère et sur l'évolution géologique de la planète. Vous voyez, cette espèce de pensée holiste, cosmiste, a aussi eu des traductions scientifiques très concrètes pour quelqu'un comme Vladimir Vernadsky avec l'invention du concept de biosphère, mais ensuite le concept un petit peu plus, effectivement, ésotérique de noosphère, qui serait selon Vernadsky, c'est un concept qu'il a d'ailleurs développé avec les Français Édouard Leroy et Teilhard de Chardin. Le concept de noosphère, pour lui, c'est l'évolution de la biosphère, donc la sphère de la vie biologique, à une sphère de l'esprit, une noosphère, où en fait ce serait l'esprit humain qui deviendrait le facteur premier de création et de transfiguration de l'univers. Et donc ça, la noosphère aussi préfigure un peu le concept d'anthropocène, où l'action humaine, les activités humaines deviennent force géologique. Elles deviennent une action, un pouvoir de transformation du système Terre. Oui, donc après, pour Vernadsky, cet acheminement vers la noosphère est quelque chose de positif. C'est justement le but de l'évolution et c'est pour lui le sens de cette mise en exécution par l'homme du plan divin. Pour lui, c'est une eschatologie, c'est-à-dire une évolution vers le salut. Et il n'y a pas à remettre en cause cette force très forte de l'homme. Au contraire, il a complètement une vision anthropocentrique, là où les théories du système Terre, qui sont reprises par les courants de l'écologie, par exemple en Occident, vont au contraire aboutir à un désanthropocentrisme. Ils vont vouloir justement essayer de montrer que l'homme n'est qu'un facteur d'un système Terre plus grand. Pour Vernadsky, pour les cosmistes, l'homme doit bien sûr se saisir de cette grande force de création et de transfiguration de l'univers. Ok, donc l'homme au cœur du système, voilà. Finalement. Ce qui rejoint un petit peu la pensée de certains des philosophes des Lumières, finalement. Un certain humanisme. Mais alors, à vous entendre, on a l'impression et à entendre ces auteurs, qu'au final, le cosmisme est une forme d'universalisme. Et pourtant, des auteurs comme Prokhanov vont scander et plébisciter une forme de particularisme russe. Donc, comment gère-t-il cette forme de contradiction ? Oui, c'est toute l'ambiguïté de la pensée russe.
au-delà du cosmisme, qui essaye toujours de montrer qu'en fait, qu'il y a un exceptionnalisme russe, mais que par ailleurs, il y a un messianisme russe aussi. C'est-à-dire la Russie est le grand messie, le grand prophète qui va apporter à l'humanité, à la planète entière, ce projet formidable qui est théorisé par les penseurs russes. Vous voyez, donc il y a cette ambivalence effectivement entre un nationalisme exacerbé, un impérialisme, et d'un autre côté un projet d'exportation de ce modèle en dehors de la Russie, notamment dans un esprit de confrontation avec le fameux rêve américain. Et c'est bien pour ça, par exemple, que Prokhanov a développé l'expression rêve russe, pour dire, voilà, nous, on apporte aussi aux autres civilisations un projet qui est un contre-modèle au rêve américain et qui est bien destiné à conquérir, en fait, l'ensemble de la planète, qui n'est pas limité simplement à la Russie. Mais qui n'est plus ou pas le communisme, a priori. Non, mais qui garde un aspect collectiviste, étatiste, dirigiste. Sur plein d'aspects, il y a quand même un mélange avec la façon dont est pratiquée notamment l'économie en Union soviétique. Il s'agit bien évidemment de garder cet aspect étatiste, mais de le conjuguer avec d'autres motifs idéologiques, notamment religieux et spirituels. Donc on comprend bien voilà, que cette idéologie cosmiste, c'est cette destinée, peut-être destinée manifeste de la Russie. Et alors j'aimerais en revenir, revenir de l'autre côté du rideau de fer, entre guillemets, sur la question du transhumanisme et voir comment finalement le cosmisme répondra à ce transhumanisme. Donc là, pour le public, j'aimerais vous faire réagir notamment à deux citations. Donc une citation de Michel Onfray, donc nous allons vers une civilisation occidentale, hein, dans laquelle le transhumanisme va donner son sens au monde, c'est-à-dire vivre plus longtemps, jouir plus longtemps, consommer plus longtemps, et ce, dans une civilisation dans laquelle s'opposeront des maîtres riches et puissants et des esclaves déshumanisés puis sous-humanisés. Bon, alors ça, c'est la vision plutôt pessimiste, je dirais, de Michel Onfray sur le transhumanisme, mais il y voit en tout cas une nouvelle espérance en Occident, avec l'effondrement des religions en Occident, hein, des religions chrétiennes plutôt, d'ailleurs. Et donc, une autre citation à laquelle j'aimerais vous faire réagir, elles sont en miroir toutes les deux évidemment, celle de Laurent Alexandre. Nous sommes en train de tuer l'homme 1.0 qui est soumis au hasard génétique et biologique, et nous sommes en train de créer l'homme 2.0, démiurge, doté de toute la puissance des technologies transhumanistes. Donc, que ce soit pour le déplorer ou pour le célébrer, un grand nombre d'intellectuels en Occident voient monter cette espérance transhumaniste portée par les grandes sociétés de la technologie, notamment par des personnalités comme Elon Musk. Mais fondamentalement, en regardant de loin, on a un peu l'impression que ça ressemble au cosmisme. Mais est-ce qu'il y a une différence selon vous ? Oui, alors c'est très ambigu. D'un côté, les transhumanistes eux-mêmes ont identifié les penseurs cosmistes comme étant leurs précurseurs. En disant, je pense par exemple à quelqu'un comme Giulio Prisco, un transhumaniste italien, qui dit, mais en fait, Fyodorov, c'est l'avant-garde du transhumanisme. Et pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, effectivement, la volonté d'atteindre l'immortalité, de conquérir l'espace, d'améliorer les capacités humaines, d'hybrider in fine l'homme et la machine dans un projet, dans le cas de Fyodorov, de spiritualisation. Cependant, premièrement, il y a la question des malentendus, avec la circulation de penseurs russes, d'idées russes, côté occidental, avec parfois le fait qu'ils n'ont pas accès au texte originel, qui fait qu'il y a beaucoup de... Le cosmisme, en fait, est devenu une idéologie spontanée, qui s'est fait approprier de manière assez rapide parce qu'elle correspondait plus ou moins à des associations d'idées qu'on avait déjà de manière préconçue associées. Donc, il y a des points communs, mais par contre, il y a aussi des grosses différences et des points de distinction forts, notamment du fait que le cosmisme, et notamment pour Fyodorov, c'est avant tout une pensée du collectif. C'est un travail collectif. Là où on peut voir dans notre humanisme un perfectionnement,
d'abord individuelle, qui est comme un parachèvement du programme des Lumières, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus s'extraire de toute dépendance, s'extraire donc de toute finitude cognitive, morale, mais aussi physique. Il faut atteindre l'immortalité, repousser toutes les capacités humaines vers leur maximum, leur infinitude, pour se dépasser en permanence. Chez les cosmistes, il y a vraiment l'idée qu'il y a une nature humaine quand même qui est déterminée par une certaine anthropologie et une certaine théologie orthodoxe, chrétienne, et que c'est avant tout un projet donc collectif, messianique, propre à la Russie, et donc aussi étatiste. Là où pour les transhumanistes, c'est avant tout donc un projet d'expansion de la liberté individuelle, de libertarianisme aussi, tout à fait déconnecté de tout projet ou d'idéologie étatique. Vous voyez, donc il y a tout un tas de différences, à la fois sur le projet philosophique, mais aussi le programme socio-économique. Est-ce qu'il y a une transcendance dans le transhumanisme ou dans le cosmisme, puisque vous nous rappeliez les conceptions chrétiennes de certains auteurs cosmistes? Bon, on a un peu l'impression que dans le transhumanisme, c'est pas trop à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. Ça fait partie aussi des différences. C'est-à-dire que pour les transhumanistes, l'idée, c'est une rationalisation perpétuelle, une sécularisation aussi, un détachement vis-à-vis de tous les récits religieux qu'on a pu faire sur le monde. Là où le cosmisme reste dans un point de vue religieux, ou en tout cas eschatologique, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance qui définit le cours de l'histoire. Donc l'homme n'est pas le propre auteur de sa destinée, de sa propre histoire. Il répond quand même à un plan divin. Cela dit, les transhumanistes qui ont pris connaissance des idées des cosmistes ont commencé aussi à se dire « mais attendez, pourquoi pas ?» C'est-à-dire qu'il y a eu au sein des transhumanistes une scission d'un certain groupe de penseurs qui ont décidé d'adopter le point de vue cosmiste en disant en fait il y a une transcendance, nous admettons une transcendance, une spiritualité, une métaphysique que nous ne maîtrisons pas en tant qu'être humain, espèce humaine. Et là, ça crée effectivement une sorte de pluralisation des transhumanistes, où on a d'un côté un transhumaniste qui reste rationalisé, sécularisé, et d'un autre qui a fait un tournant spirituel, en disant, en fait, le progrès technologique s'achemine vers une divinisation de l'homme. Il y a une certaine ambivalence sur ce qu'ils appellent Dieu, mais en tout cas, ils recourent à l'expression, au mot Dieu, en disant il y a une divinité, un Dieu. Est-ce qu'il nous préexiste ou est-ce qu'on va le faire advenir par notre progrès? Ça reste un débat, mais en tout cas, ils recourent à cette notion de divin qui marque vraiment une rupture avec les transhumanistes de la première génération. Très intéressant, donc un point de convergence avec le cosmisme finalement. Mais l'homme divinisé, est-ce qu'on parle de tous les hommes ou de certains hommes? Alors, c'est plutôt l'humanité prise dans son entièreté. Après, effectivement, c'est quand même une pensée d'une certaine élite. Côté américain, une élite donc, de la Silicon Valley qui côtoie des réseaux scientifiques, de l'ingénierie, de la technologie et de l'économie aussi. Donc, c'est quand même une pensée d'une certaine élite qui peut avoir ce biais, effectivement, de se concentrer uniquement sur le long terme se souciant peu finalement de l'avenir de l'humanité à court terme, et notamment tous les maux, les catastrophes, les pandémies, les drames humains les plus forts. Il y a un côté, en fait, ces élites-là ne pensent qu'à l'espèce humaine dans son futur très lointain. C'est ce qu'on appelle donc les risques existentiels qui pèsent sur l'humanité en tant qu'espèce humaine, plutôt que le vrai devenir d'une société humaine tel qu'il est pressenti aujourd'hui dans ses risques et dans ses potentialités. Donc c'est quand même une pensée qui décroche largement du commun des mortels. Oui. Alors, et là-dessus, moi j'aimerais revenir en préparant donc cette interview. Donc, je suis tombé sur certaines citations d'auteurs cosmistes, comme celle-là de Tchaikovsky, que je prononce mal encore une fois, mais qui explique notamment que les êtres imparfaits sont destinés à être éliminés. Notre Terre présente le stade primitif d'une vie destinée à un perfectionnement infini, mais qui ne concernera qu'une partie de l'humanité. Est-ce que c'est une conception qui est une conception assez élitiste, hein, on peut le dire, voire eugéniste? Ouais. Est-ce que c'est une conception qui est partagée par tous les auteurs cosmistes et notamment les tenants contemporains de cette idéologie?
Alors oui, justement, il y a cette difficulté. Bon, c'est difficile aussi de parler de l'ensemble des cosmistes pris voilà, de manière indifférenciée, mais il y a complètement ce biais d'une sélection d'une certaine élite qui est appelée justement à développer ce programme d'amélioration de ses capacités, là où le reste de l'humanité va rester dans les problèmes du quotidien. C'est ce qu'on retrouve à la fois côté russe dans des programmes de transhumanistes, cosmistes russes qui vont vouloir justement se concentrer sur la cryogénisation par exemple des élites, en considérant qu'en fait ce sont eux qui ont le patrimoine génétique, intellectuel qu'il faut conserver à travers les générations. Donc il y a effectivement un élitisme eugénique fort qui est aussi très présent historiquement dans la pensée transhumaniste, dans l'idée de maintenir un vivier le plus performant et de hisser l'humanité vers ce qu'il y a de plus efficace, de plus performant, de plus puissant. Donc c'est ce que je vous disais aussi sur cette approche long-termiste, qui vient en fait à dévaloriser la société contemporaine pour se concentrer sur une espèce d'élite future de l'humanité et se détacher ainsi de manière assez forte éthiquement des problèmes concrets de la société et de la masse. Ouais, c'est plutôt étonnant. Et ce que je trouve quand même assez cocasse, c'est que finalement, on en a parlé de cette opposition Occident-monde russe, notamment derrière les idéologues cosmistes contemporains, j'entends. Et puis pourtant, on voit parfois des comportements comme celui d'un millionnaire américain, Brian Johnson, qui subit un traitement tous les jours qui lui coûte des millions de dollars pour rajeunir. Donc c'est un millionnaire qui notamment en est arrivé dans une dernière phase de son traitement à s'injecter le sang de son fils de 17 ans, voilà, pour rajeunir. Donc ce qui est assez étonnant, voire inquiétant, parce qu'on se dit que comment pourrait-on finalement démocratiser ce type de pratique? Est-ce qu'il y a une volonté même de démocratiser la vie éternelle chez les cosmistes ou les transhumanistes? Alors, donc, ce que vous disiez sur les transfusions sanguines, par exemple, c'est effectivement une des idées qu'avait proposé l'un des penseurs cosmistes dont je n'ai pas parlé, Alexandre Bogdanov, au début du XXe siècle, qui est aussi dans cette tendance de l'avant-garde, de l'utopisme soviétique, où tout était un peu permis en termes d'expérience de pensée, expérience de laboratoire aussi. On essayait de créer des hybrides entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, tout un tas d'expériences non encadrées. Effectivement, c'est une pensée de laboratoire, c'est quand même une pensée d'une élite qui a les moyens aussi économiques et financiers de développer ce genre de programme qui, pour l'instant, reste destiné vraiment à une infime minorité. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui se revendiquent du cosmisme, côté transhumaniste américain, sont des gens, par exemple, qui, je pense à Ben Goertzel, qui est l'inventeur du terme intelligence artificielle généralisée, pour dire qu'un jour, l'intelligence artificielle arriverait à un stade d'autonomisation complète où elle serait capable de reproduire les mêmes actions de l'homme, mais de manière autonome. Ça, c'est le concept d'intelligence artificielle généralisée. Et Ben Goertzel, lui, a écrit un manifeste qui s'intitule « Le cosmisme moderne », donc se revendique directement du cosmisme. Et dans les derniers débats qu'on a vus récemment sur est-ce qu'il faut mettre un moratoire, une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, sachant qu'elle peut représenter un risque pour nos sociétés, tous ceux qui se revendiquent du cosmisme ont au contraire pris le pli de dire il ne faut aucune pause, aucun moratoire, en disant voilà, il faut aller jusqu'au bout de ce programme. Je pense que justement cette vision un peu eschatologique, le fait qu'il y ait l'idée que l'homme n'est pas forcément l'auteur de sa propre histoire, qu'il y a un plan divin vers lequel on s'achemine, fait qu'ils sont plutôt du côté des techno-enthousiastes, techno-optimistes sur tous les plans, par rapport à ceux qui ont émis quand même une certaine alerte, un techno-alarmiste si on veut, même si pour certains ça reste assez de l'ordre uniquement de la rhétorique, par exemple pour Elon Musk, qui fait partie de ceux qui
qui promeuvent aussi l'accélération, mais qui a quand même signé cette tribune pour mettre un moratoire. Voilà, dans tous les débats qui ont lieu aujourd'hui dans la Silicon Valley sur quel est le projet derrière cet accroissement technologique forte, il y a des divisions qui ressortent aussi de la vision plus ou moins sécularisée ou non de ce que l'on entend par le progrès technologique. Passionnant. Et la question que j'aimerais vous poser là maintenant, c'est au fond qu'il s'agisse du transhumanisme ou du cosmisme. Est-ce que finalement ces conceptions, avec la diversité qu'elles ont, hein, toutes les deux évidemment, est-ce qu'elles sont motrices dans les progrès technologiques qu'on voit aujourd'hui, ou est-ce que finalement elles ne viennent que tenter de réenchanter ou de créer un projet de société derrière des évolutions techniques qui, de toute manière, seraient advenues par l'effet du travail des scientifiques, des ingénieurs et tutti quanti. C'est intéressant parce que justement, c'est un peu qui produit l'autre. Est-ce que c'est la pensée qui va produire l'action ou est-ce que l'action entraîne une certaine pensée? Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que, par exemple, les Lumières, c'était tout un courant de philosophie qui a été le fait de vrais penseurs. Aujourd'hui, le transhumanisme, ce que l'on voit, c'est que les programmeurs eux-mêmes, les ingénieurs eux-mêmes, commencent à développer une pensée philosophique et politique en réponse à ce qu'ils voient advenir, aux potentialités qu'ils voient se dessiner en fonction de l'évolution du progrès scientifique. Et donc, c'est ça qui est intéressant à observer, c'est qu'il ne s'agit plus d'une pensée politique dite académique qui répond à une histoire des idées classiques, qui répond à des concepts qu'on a vus auparavant, etc. C'est beaucoup plus amateur, éclectique et en même temps mouvant dans ses frontières. C'est pas très clair. Par exemple, le cosmisme est repris par certains ingénieurs, mais de manière très approximative, sans connaître exactement de quoi il s'agit, de quel penseur il s'agit, etc. Il y a tout un esprit de laboratoire où justement le progrès technique se mêle directement avec la production de pensée politique, et ce qui nous amène à des façons de penser, des façons de créer l'idéologie totalement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant avec des systèmes analytiques très théoriquement construits entre le libéralisme, le socialisme, le marxisme. Aujourd'hui, c'est vraiment un laboratoire techno-idéologique, et c'est ça qui est intéressant à suivre. Porté notamment par des hommes d'affaires, hein, pas juste, en partie, ouais. par juste des scientifiques. Et donc, derrière tout ça, on en a parlé rapidement, mais donc il y a cette question évidemment de l'immortalité ou de la ressuscitation des corps, mais pourquoi l'espace? Pourquoi cette fascination pour la conquête spatiale? Pourquoi ne pas se contenter de la Terre, hein, tout simplement? Alors, dans l'idée de Nicolas Fyodorov à la fin du 19e siècle, c'était qu'en ayant ressuscité, en ayant atteint l'immortalité, nous, en tant que génération active, puis en ayant ressuscité l'ensemble de nos ancêtres, la Terre serait devenue trop petite pour accueillir l'ensemble de cette humanité reconstituée. Donc l'idée, c'était d'aller repousser aussi, non pas simplement la limite du temps, mais aussi la limite de l'espace, en se saisissant justement de ce déploiement de l'activité humaine dans le cosmos et de reconfigurer aussi l'état du cosmos vers ce projet de spiritualisation globale de l'univers. Ensuite, c'est vraiment Konstantin Tsiolkovsky, qui était un ingénieur aussi dans l'aéronautique, qui a associé très intimement la pensée cosmiste avec le projet de développement d'un programme spatial qui a ensuite eu une ampleur que l'on connaît avec le développement de l'industrie soviétique de l'aéronautique. Aujourd'hui, très récemment, dans les dernières années, on a vu par exemple une église orthodoxe se créer au sein de la Cité des Étoiles, donc là où le centre d'entraînement des cosmonautes russes, pour reformuler à nouveau ce projet de dire, là où l'Union soviétique disait la conquête de l'espace, c'est justement la preuve de l'absence de Dieu, puisque l'humanité se déploie dans l'espace et voit que Dieu n'existe pas. Gagarine était rentré de son vol en disant « je n'ai pas vu Dieu », etc., dans un esprit à l'époque d'athéisme chevronné. Aujourd'hui, au contraire, tant du côté du complexe militaro-industriel de l'agence spatiale russe Roscosmos que du côté religieux avec l'Église orthodoxe, il y a une alliance pour dire que la conquête de l'espace est un plan divin qui a été implanté dans la nature humaine russe pour justement étendre cette âme russe à l'ensemble de l'univers. Donc on ira chercher Dieu jusqu'aux confins de l'univers s'il le faut, voilà. Quelque part.
Ok, c'est très clair. Et vous avez abordé notamment le rapport des cosmistes à l'environnement, à la biosphère notamment, mais aussi les influences de cette pensée sur l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus l'environnement, c'est important pour les cosmistes, même si l'homme doit être amené à devenir une forme de divinité, plus ou moins. Ouais, justement, la régulation de la nature est au cœur de la pensée des cosmistes. Pour Fyodorov, par exemple, il s'agit de réguler la nature pour la transformer de force porteuse de mort à force porteuse de vie. Et pour Vernadsky, effectivement, l'inventeur de la biosphère, il s'agit de montrer qu'il y a une sorte de holisme entre la nature, l'homme et la technologie. Là où, par exemple, les Lumières, le positivisme avaient bien distingué entre nature, culture, science, religion, nature et société, toutes ces divisions, hein, ce qu'on appelle le dualisme fort de la modernité des Lumières. Au contraire, le cosmisme va dire, en fait, il y a, si l'on considère la Terre comme un grand organisme, tant l'humanité que l'outil technique fait partie de cet organisme et sont appelés donc à rentrer en contact dans un holisme complet avec la nature. Okay. Donc là, ça aboutit, par exemple, Vernadsky est considéré comme un des pères fondateurs de l'écologie au moment de la conférence de Stockholm en 1972 qui ouvre le programme des Nations Unies sur l'environnement. On considère à l'époque que le concept de biosphère qui a été théorisé par Vernadsky est justement ce concept qui reconfigure complètement le rapport de l'homme à son environnement, puisque l'homme est simplement l'une des forces géologiques qui vient s'enchevêtrer avec la nature, le vivant, l'environnement, comme étant eux-mêmes partie prenante de cette biosphère, de ce système Terre, comme étant un organisme unique. Donc ça, c'est quand même un tournant épistémologique très fort qui va complètement reconfigurer la vision de la modernité des Lumières, qui va aussi beaucoup changer les sciences, la pratique des sciences, en voulant justement proposer ce programme de sciences de la Terre, et pas simplement la physique, la chimie, etc., d'où le terme de géochimie. Donc là, on a un programme effectivement de reconfiguration du rapport entre l'homme et l'environnement qui est très fort. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour les penseurs cosmistes idéologiques en Russie aujourd'hui qui reprennent le cosmisme à la sauce de l'impérialisme, du conservatisme russe, il y a quand même un motif environnemental en disant il faut protéger notre écosystème puisque cela participe de la souveraineté aussi de l'État russe. Il faut conserver les ressources naturelles de la Russie, mais c'est de la même manière qu'il peut exister un environnementalisme de droite en Occident. C'est une pensée vraiment de la nature, des racines sacralisées, vous voyez, la mère patrie, qui vient à promouvoir une conception très essentialiste de l'homme, comme étant par exemple définie par une nature humaine très fixe, qu'il ne faut pas modifier, et donc une sorte de bioconservatisme qui vient s'opposer à tout autre type de pensée, par exemple de confusion entre les frontières. Enfin, en tout cas, c'est une pensée vraiment de l'essence de la nature humaine. Et qui est assorti d'un point de vue économique, d'un localisme, d'un protectionnisme, à l'inverse du libre-échangisme capitaliste. Qui, lui, serait destructeur des ressources. Voilà. Selon eux et certains écologistes. Donc là, ce qu'on comprend finalement, c'est que pour les transhumanismes, il y a une conception visant à transformer la nature humaine quelque part, tandis que pour les cosmistes, il s'agit de l'accomplir dans une sorte de plan divin eschatologique et d'aller jusqu'au bout de cette nature. Voilà. En tout cas, c'est toujours difficile de dire pour les cosmistes, puisqu'il y a d'un côté les théoriciens, les philosophes, les scientifiques, ensuite il y a les idéologues. Donc difficile de rassembler tout le monde sous une même étiquette. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, en tout cas chez les cosmistes, un anthropocentrisme, dans le sens où c'est l'homme qui reste voilà, au cœur de son histoire et il n'y a pas de confusion entre... il n'y a pas un décentrement vis-à-vis de l'homme. L'homme reste toujours le facteur important de l'histoire, là où, par exemple, la pensée écologique va consister à désanthropocentrer la pensée politique, pour dire il faut revoir nos relations avec le vivant en mettant plus en valeur les espèces vivantes non humaines. Il n'y a pas du tout ça chez les cosmistes, et c'est bien là aussi un des bras de fer entre l'écologie occidentale et l'environnementalisme des cosmistes russes d'aujourd'hui. Oui, donc ce qu'on disait justement au début, c'est que finalement, le rapport d'une civilisation aux sciences en dit long sur des conceptions plus profondes. Et là, on voit que finalement, via l'étude du cosmisme
cosmisme et ce dont on vient de discuter, il y a tout un ensemble d'oppositions qui se forment finalement entre la tradition russe vue par les cosmistes contemporains, on va dire, comme Prokhanov, et le modèle occidental. Mais peut-être que c'est une question d'hierarchie, mais question provocante, comment font-ils pour s'accommoder de la contradiction, je dirais, d'une Russie qui reste quand même industrielle, donc avec de la pollution, mine de rien, grosse productrice d'hydrocarbures notamment, et puis qui fait la guerre. Il n'y a rien de plus polluant, j'ai envie de dire, que la guerre, quelque part. Rien de plus destructeur pour l'environnement. Ouais. Donc, parce que justement, ils n'ont pas un projet d'écologie très abouti, je dirais, ce groupe en particulier du club d'Izborsk. C'est plutôt un motif sur lequel ils se sont raccrochés pour répondre à tous les concepts qui ont été développés côté occidental, que ce soit le développement durable, etc. C'est pour formuler une réponse russe à tous ces enjeux-là. Mais je dirais que leur réponse, c'est aussi une réponse de géo-ingénierie, vous savez, de foi dans le fait que le progrès technologique va nous permettre de résoudre tous ces problèmes de pollution liés aux hydrocarbures, ce genre de choses. Il y a vraiment une sorte de techno-optimisme pour résoudre ces enjeux de la pollution de l'atmosphère due aux ressources naturelles d'hydrocarbures pour la Russie, et notamment le fait que effectivement, la Russie reste sur un modèle industriel encore très basique. Oui, donc disons que ce n'est pas la priorité, c'est une composante, mais qui vient en instrument. Juliette Faure, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Malheureusement, l'heure a tourné, c'est passé très rapidement, et on va devoir conclure cet entretien. Alors la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est pour notre public. Est-ce que vous auriez 2 ouvrages à leur recommander sur ce dont on vient de discuter, ou pas forcément d'ailleurs, des ouvrages importants selon vous à lire pour mieux comprendre le monde ou l'évolution des sciences et des techniques? Alors, je pense que sur le sujet vraiment du cosmisme, je recommanderais la traduction de l'œuvre de Nicolas Fyodorov, qui vient d'être traduite en français. Donc, c'est un gros volume qui peut faire peur, mais qui peut se feuilleter parce que c'est plein d'aphorismes, de prises de parole un peu éclectiques. Donc, ça s'appelle La philosophie de l'œuvre commune, qui a été traduit par Françoise Le Sourd. Donc, c'est vraiment un travail colossal et qui est admirable puisque ça nous donne accès directement à la pensée de Fyodorov en français. Donc, toute son originalité, son caractère extrêmement étonnant, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Et après, un ouvrage, peut-être par rapport à la Russie contemporaine et à la transition de l'Union soviétique à la Russie d'aujourd'hui, c'est l'ouvrage de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, qui a eu Svetlana Alexievitch le prix Nobel de littérature. C'est une historienne et qui fait beaucoup de petits récits, c'est-à-dire c'est la grande histoire à travers la micro-histoire, où elle fait des rencontres, des témoignages avec tout un tas de personnalités, familles, relations amoureuses, etc., qui ont été vécues à travers des grands événements de l'histoire soviétique et russe. Ici, c'est l'effondrement de l'Union soviétique perçu par tout un tas d'histoires qui relèvent vraiment de la vie banale et de la vie quotidienne. Et en fait, au tournant d'une phrase, la vie justement banale devient littérature, puisque ce sont des grands récits de tragédies, mais aussi de rencontres, d'amour, etc. Donc voilà, c'est très bouleversant et ça permet de comprendre aussi un petit peu la Russie d'aujourd'hui. Ok, passionnant. Merci beaucoup et on appréciera votre modestie puisque vous ne vous êtes pas auto-recommandé. mais on mettra en description de la vidéo des liens vers vos articles et vos écrits, puisque de toute manière, vous continuez de publier. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci pour votre présence. Merci au public également pour nous avoir écoutés. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Risque Intel Média si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien du Cercle. Merci.